On nous présente depuis l'enfance un seul modèle. Or, ce modèle ne fonctionne pas. Nous rend malheureux, nous rend fous. Et donc, du coup, moi, au fond, comme philosophe, j'aurais envie de dire, est-ce que l'addiction que les gens vivent aujourd'hui vient d'un défaut qu'ils auraient, ou est-ce que c'est pas induit aussi socialement ? Donc, on fabrique des gens qui sont addicts. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Addiction ou pas, on court tous après quelque chose. Le contrôle, la perfection, la validation. On s'efforce de faire taire nos émotions, de calmer nos colères, de masquer nos angoisses. Pourtant, à force de lutter, on finit par s'épuiser. Et si nous faisions fausse route ? Si à force de vouloir gagner contre nos addictions, nous avions oublié l'essentiel, vivre. Dans notre quête de contrôle, ne sommes-nous pas en train de nous asphyxier nous-mêmes ? Il existe une autre voie, celle de l'acceptation radicale, du renoncement à l'idéal impossible d'une sagesse parfaite. Aujourd'hui, nous allons parler de désapprendre. Désapprendre la comparaison, la culpabilité, le contrôle. Désapprendre pour redécouvrir qui nous sommes vraiment dans toute la richesse et la complexité de nos contradictions pour retrouver un chemin vers la liberté intérieure. Notre invité, philosophe, écrivain et fondateur de l'une des plus grandes écoles de méditation occidentale, nous invite à changer en nous foutant la paix. Il nous parlera d'évitement, cet ennemi sournois qui nous maintient dans nos dépendances, mais aussi de l'importance d'embrasser nos vulnérabilités et de laisser place à nos émotions, même les plus inconfortables. Car pour sortir d'une addiction, il ne s'agit pas de se battre, mais d'apprendre à habiter pleinement sa vie. Fabrice Midal nous ouvre la voie de la transformation qui ne commence pas par la lutte. Un chemin où le bourgeon que nous sommes peut enfin éclore sans se forcer à fleurir, parce que changer, ce n'est pas devenir parfait, c'est redevenir vivant. Alors bonjour Fabrice. Bonjour. Je suis heureuse de te recevoir, moi qui t'écoute tant et qui te lis. J'ai beaucoup appris dans tes livres en tant qu'addict. J'ai beaucoup appris aussi par tes invités. Il y a souvent un rapport avec l'addiction. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de liens avec la liberté. Et je voulais savoir quelle était ta définition de l'addiction de but en blanc. L'addiction, c'est ce qui nous prive de la liberté au sens le plus profond, où on entre en rapport à quelque chose de juste et de soi-même. Ok, parfait. Ton rapport à l'addiction, en fait, moi, ce qui m'a étonnée aussi en écoutant beaucoup tes histoires et d'où tu viens, c'est cette profonde tristesse, ce profond ennui qui n'a pas débouché, j'ai l'impression, sur des addictions pour toi. Pas du tout. Alors, là, au début, je ne savais même pas si il était légitime que je prenne la parole ici, parce que je n'ai pas vraiment de rapport à l'addiction. Oui, mais la légitimité, elle vient plus du comment s'en sortir. J'ai peu d'addiction. Comment tu expliques en fait que ce vide et cette souffrance, tu n'es pas eu à la combler par ça ? Tu as trouvé très vite autre chose ? Je peux pas répondre à la question. C'est comme si on demandait à quelqu'un pourquoi il n'est pas angoissé ou pourquoi il n'est pas déprimé. Je n'ai aucune idée. Mais en fait, c'est une solution de facilité et j'ai l'impression qu'on met du temps à trouver autre chose. Non, je dirais pas que l'addiction est une solution de facilité. Je pense que pour un être humain, être un être humain, c'est impossible. Et donc, on essaie tous d'essayer de faire face à cet impossible. Donc, je n'aurais pas ce jugement-là. On fait comme on peut. On n'y arrive tous pas. Être un être humain, c'est une tâche que personne ne réussit, mais qu'il faut tenter d'éprouver. Mm-hmm. Donc ça, je dirais, je crois que c'est ça l'approche centrale. Après, je dirais, pour répondre à la question, ce que je peux dire, c'est il y a un vide en chacun d'entre nous, puisqu'être humain est une tâche impossible. Peut-être je fais une digression. J'étais hier chez un médecin qui me dit « Vous êtes stressé ?» Donc je lui réponds « Non ». Et je vois dans son regard le jugement « Oh, le pauvre idiot, il ne sait même pas qu'il est stressé ». Et 2 minutes plus tard, je lui dis « Mais si vous voulez dire que la tâche d'être un être humain est pour moi une vraie tâche, là d'accord. Mais là, j'ai compris que ça... Et là, il comprenait, il était trop déconcerté... que je lui dis ça. Et pourtant,
c'est très important. Je pense que le fait qu'on parle de stress est extrêmement problématique. Quand on dit quelqu'un quand le médecin me dit mais vous êtes stressé, il est dans une position de surplomb extrêmement culpabilisant. Lui, il était du reste assez agressif et j'aurais dû lui répondre mais est-ce que vous n'êtes pas vous aussi stressé? Donc il y a une sorte de stressé. Tous les êtres humains sont stressés. Ça veut rien dire. En plus, ça veut rien dire. C'est un mot tellement mécanique. On peut être tendu, on peut être sous pression. C'est beaucoup mieux d'essayer d'être précis, parce que le mot stress est tellement vague. Oui, le stress, il est associé au cortisol, en fait. Ça veut rien dire. D'abord, cortisol, en fait, ça veut rien dire parce que c'est abstrait, c'est pas une expérience. C'est pas une expérience. On n'est pas stressé. On est tendu, on est crispé, on est malheureux, on est angoissé, on a l'impression de plus avoir d'espace. Ça, c'est réel. Donc, on emploie un mot qui ne veut rien dire, qui est un peu le mot d'une machine. Stress, voilà. On n'est pas complètement performant. Ça veut rien dire. Et puis, il y a du stress qui est complètement fécond. Moi, si je fais une conférence et que je suis pas stressé avant, pas bon signe. C'est pas bon signe. Il y a un truc. Donc, ça veut strictement rien dire. Mais on se contente de choses qui ne veulent rien dire. Et je crois que ça, c'est ça. Donc, la vraie question, c'est que pour un être humain, vivre est toujours difficile. Et que tout être humain a à faire quelque chose pour être un être humain. Et il y a deux solutions. Soit on fait semblant, soit on assume. Et je crois que le chemin, c'est d'assumer. Dans la présentation que tu as faite de moi, tu as beaucoup montré le fait que se battre, essayer de contrôler, nous fait manquer quelque chose. Mais moi, ce que j'aurais surtout dit, c'est que ça marche pas. Moi, c'est pas du tout que je veux pas qu'on contrôle tout. Moi, je suis tout à fait pour qu'on contrôle tout. Juste, ça marche pas. Donc moi, j'essaie d'être efficace. Foutez-vous la paix, c'est plus efficace que de vouloir contrôler. Parce que je voudrais pas qu'on croie le malentendu que ça sert à rien d'être efficace, ça sert à rien d'essayer de faire le mieux possible. Ah non, au contraire, moi, je suis tout à fait perfectionniste. Mais pas en sachant qu'un être humain, la perfection, si on la voit comme un idéal dans lequel il n'y a pas la moindre faille, est un délire. Ça ne marche pas. Ça tue les gens. Donc je crois qu'il faut faire ce retournement profond. Ce que je dis est vraiment très concret. La maladie majeure de notre temps, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est la maladie de l'instrumentalisation de soi-même. Donc c'est très important de comprendre. C'est quand même le contraire de ce qu'on raconte partout. Ce qu'on raconte partout que les gens font un burn-out parce qu'ils ne contrôlent pas assez leur vie. Moi, je dis, les gens font un burn-out parce qu'ils veulent contrôler leur vie et que ça ne marche pas. Encore une fois, moi, je suis purement pragmatique. Si ça marchait, je dirais très bien, contrôlez votre vie. Bon, c'est pas très glamour parce que ça nous rendrait comme des robots, mais après tout, pourquoi pas? Mais ça ne marche pas. Quand tu dis ça marche pas, ça veut dire ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ou personne on n'y arrive n'arrive. pas, et aussi ça ne rend pas heureux aussi. Mais surtout, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Ouais. Vous pouvez pas contrôler vos émotions. Vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez. Vous allez vous couper de vous-même. Vous allez faire semblant. Ça va pas vous rendre heureux. Mais surtout, ça ne marche pas. Si ça vous rendait malheureux, ça vous coupait de vous-même. Mais ça vous évitait de souffrir. On pourrait discuter. On pourrait avoir une discussion ici. Est-ce qu'on préfère être heureux comme un robot ou est-ce qu'on préfère être heureux comme un être humain? On pourrait discuter ça. Mais ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui font semblant, tu penses, d'être heureux comme des robots? Ça marche pas. J'en connais beaucoup, des gens qui disent qu'ils vont très bien et qui contrôlent tout. Mais c'est... On en connaît tous. Oui, mais c'est ces gens-là qui vont faire un burn-out. C'est ces gens-là qui, à un moment, vous disent mais j'étais complètement à côté de ma vie. Donc, c'est pas vrai. À un moment, il y a quelque chose qui fait que ça ne... On peut pas éviter d'être un être humain. Enfin, on peut faire semblant toute une vie, mais les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui est coupé, qui est brisé à l'intérieur. Et c'est trop triste. Donc non, je crois vraiment que le contrôle, et même très concrètement, je dois écrire un texte. Plus je veux contrôler d'écrire mon texte, moins je vais y arriver de manière très très simple. Parce que je peux pas contrôler. Il faut à un moment que je fasse confiance à quelque chose. On peut rien réussir à faire, même le moindre projet, sans à un moment avoir confiance, sans à un moment être à l'écoute. Comment je peux écouter si je veux contrôler? Mais c'est tout bête. J'écoute quelqu'un. Pour l'écouter, il faut que je sache pas ce qu'elle va dire, la personne.
Si je sais d'avance ce qu'elle va dire, donc je contrôle, je ne peux plus entendre ce qu'elle va me dire que je ne sais pas d'avance. Donc ça ne marche pas. On ne peut rien apprendre à celui qui pense tout savoir. Oui, et c'est la faillite de ce modèle qui est le seul modèle qu'on nous montre. C'est-à-dire on nous présente depuis l'enfance un seul modèle, or ce modèle ne fonctionne pas, nous rend malheureux, nous rend fous. Et donc du coup, moi, au fond, comme philosophe, j'aurais envie de dire, est-ce que l'addiction que les gens vivent aujourd'hui vient d'un défaut qu'ils auraient, qui est un tout petit peu le début de ta question sur lequel je me suis un peu rebellé, ou est-ce que c'est pas induit aussi socialement ? Voilà, disons, ce que j'essaierai de penser. Est-ce que le fait que plein de gens soient dans des addictions n'est pas produit par notre société, qui nous présente un modèle impossible et qui nous montre et aucun chemin réel. Donc on fabrique des gens qui sont addicts. Mais c'est très drôle parce que pour sortir de l'addiction, nous on l'a vu ici tout au long des 80 épisodes avec beaucoup d'addicts, on a tous, d'abord j'ai reçu beaucoup d'hypnothérapeutes, mais on a même dans les groupes de parole des alcooliques anonymes, on parle énormément de lâcher prise et de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Et en fait, tous les addictologues disent que la volonté ne peut rien pour l'addiction. Donc ça c'est clair, ça c'est le point. Donc au moins le contrôle, ça on sait, chez les addicts, on apprenne à oublier ça. C'est central, c'est le point central. Ça c'est la force des alcooliques anonymes, c'est la force de l'hypnose, dont évidemment deux approches dont je me sens très proche, puisque dans les deux approches, on part de ce renversement. Il faut que vous arrêtiez de vouloir guérir pour guérir. Et ça, c'est... Et je dois dire que ça a été un des grands chocs de ma vie. Pareil. De découvrir que ma réflexion philosophique, puisque d'abord je suis philosophe pendant 30 ans, de montrer le piège de la subjectivité, le piège de la volonté, le piège du contrôle, trouvait des échos dans un renouveau thérapeutique majeur. Donc ça a été pour moi... parce que j'avais pas regardé très bien l'école de Palo Alto, tout ce travail-là, qui est quand même une des plus intelligentes compréhensions du modèle des alcooliques anonymes. Et puis, je connaissais pas du tout l'hypnose que j'ai connue plus tardivement avec ma rencontre avec François Roustan. Et ça a été pour moi... et puis après, j'ai beaucoup travaillé sur la question du trauma. Donc, sur ma chaîne YouTube, comme tu le mentionnais, Dialogue et le podcast Dialogue, j'invite beaucoup de grands spécialistes pour essayer de comprendre. Et toutes ces approches nous parlent de ce changement de cap, de ce changement de perspective qu'on ne nous a jamais appris. Et qui est très simple, mais pas si facile à comprendre. Et par exemple, pour le nommer, donc j'ai déjà d'abord insisté sur le fait que je pense qu'il faut être précis. Il ne s'agit pas de s'opposer au contrôle, mais de comprendre comment il nous rend fous. Et deuxièmement, je ne crois pas du tout dans la notion de lâcher prise. Je pense que ça ne marche pas du tout non plus. Parce que c'est aussi une injonction à lâcher prise, donc c'est encore une histoire de contrôle. Essayons très simplement tu es en colère, essaye de lâcher prise. Impossible. Si je te dis pendant que tu es en colère, lâche prise, comment tu te sens ? Encore plus en colère. Voilà, donc ça marche pas, donc il faut arrêter. Alors que accepter sa colère... Accepter peut-être. Est-ce que si j'accepte ta colère... La ressentir ? Oui. Oui, moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Donc là, c'est déjà... Donc voilà, il faut faire un petit travail d'essayer la manière dont les gens parlent, en général, de ces choses-là, n'est pas aidante parce qu'on n'est pas assez précis. Donc c'est ça que, oui. Non, mais le vocabulaire... Rencontrer... C'est pas... En fait, oui, je fais une parenthèse, c'est pas une question de vocabulaire. C'est beaucoup plus radical. C'est pas une question de vocabulaire, c'est une question de compréhension du réel. Tout le monde me dit toujours ça, que je joue sur les mots, mais c'est une question de compréhension. Si je dis de quelqu'un que c'est un youpin, ou si je dis de quelqu'un que c'est un nègre, ce n'est pas une question de vocabulaire, c'est une conception du monde. Donc quand notre société parle de gestion du stress, c'est une société totalitaire, c'est une société déshumanisante, parce qu'on ne gère qu'un compte en banque. À l'instant où je gère quoi que ce soit d'humain, je ne suis plus dans un rapport humain. Et tout le monde emploie
la gestion du stress, c'est 1984. Nous sommes conditionnés à une déshumanisation radicale. Les gens ne font pas des burn-out ou ne sont pas addicts parce qu'ils ne gèrent pas leurs émotions, mais parce qu'ils ont tenté de gérer leurs émotions. Tant qu'on comprend pas ça, on ne comprend rien. Les gens font un burn-out ou sont addicts parce qu'ils veulent gérer leurs émotions. Et donc, ils ne peuvent pas, on ne peut pas. Vous pouvez gérer votre compte en banque, mais vous ne pouvez pas avoir un rapport gestionnaire de contrôle à vous-même. C'est pas possible. On mélange deux ordres. Il y a un ordre du contrôle. Si je veux acheter un billet de train sur Internet, j'appuie sur un bouton, je peux commander mon billet de train, je le contrôle. Je peux entièrement contrôler, maîtriser, avoir un pouvoir sur les règles. Je ne peux pas avoir ce rapport à tout ce qui est existentiel. Avec ce que je pense, avec ce que j'aime. Est-ce que je peux décider d'aimer quelqu'un ? Je peux l'écouter, je peux donner droit à l'amour qui est en moi, je peux nourrir l'amour qui est en moi, je peux, à rigueur, travailler à surmonter ce qui empêche cet amour de se donner. Donc, je n'ai pas rien à faire. J'ai un immense travail, mais qui est d'un autre ordre. Mais dans notre monde, on est prisonnier de la fausse alternative, je contrôle ou je lâche prise. Mais je n'aime pas plus le lâcher prise que le contrôle. J'essaye d'entrer dans un rapport beaucoup plus réel au monde. Nous vivons dans un rapport complètement abstrait. Et c'est terrible. Je comprends bien exactement ce que tu me dis. Et en effet, c'est une histoire de conception. Parce que même en disant lâcher prise, en vrai, je n'y croyais pas moi-même. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est abstrait. C'est tellement abstrait. Les gens parlent... Moi, quand je lis la plupart des conseils que les gens... Mais c'est tellement abstrait. Lâche prise, deviens une meilleure version de toi-même, gère ton stress... Évidemment, ça ne peut pas aider. Alors, Foutez-vous la paix, c'est l'heure quand même. C'est un livre que j'ai lu il y a fort longtemps et que j'ai relu en audio, figure-toi. Quel lien on peut faire avec l'addiction ? Évidemment, on est d'accord que c'est quand même important de voir justement ce cycle de culpabilité qui est en lien quand même avec l'addiction, parce que plus on est coupable, plus on a envie de consommer aussi, parce qu'on sent qu'on ne fait pas ce que la société attend de nous et ce que les gens voudraient, même nos proches. On se sent vraiment coupable. Et il y a aussi cette histoire aussi de s'endurcir pour se protéger. Vous proposez un autre... tu proposes un autre chemin qui est de s'aguerrir. Qu'est-ce que c'est s'aguerrir ? Bon, d'abord, peut-être foutez-vous la paix. Quand on parlait de la colère, qu'est-ce que c'est se foutre la paix ? C'est accepter que là, maintenant, je sens la colère. Donc, c'est arrêter la lutte. Pour de bon, là ? Enfin, je sais pas, moi, je prends la colère, par exemple, ici, mais on prenait cet exemple-là. Non, mais là, toi, tu te sens en colère ? Non. Ah, j'ai eu peur. Non, pas du tout. Je croyais que tu voulais me dire ça. Non, mais on avait pris... C'est un bon exemple. C'est un bon exemple de la colère parce que c'est vraiment le truc qu'on veut lâcher prise. Oui, tout le monde. Vérifier. Et donc, on se fout la paix. Et c'est très bien. Donc, se fout la paix, c'est acceptation. Moi, je trouve que ça fait un peu... Mais non, je me fous la paix. C'est comme ça. Ça me plaît pas. Acceptation, les gens l'entendent vachement comme de la résignation. Ouais. Alors que, en fait, foutez-vous c'est la juste... paix, je me fous la paix. Ouais. Là... On n'est pas obligé de mettre des mots, en fait. Là, je me fous la paix. Je sens ça, d'accord, je me fous la paix. Donc, sans mettre de mots. Je ressens ça. Je me fous la paix. C'est-à-dire, j'arrête de vouloir changer quoi que ce soit. Dans lâcher prise, je veux ne plus être en colère. Donc là, je me fous la paix. Je suis en colère. C'est nul. C'est complètement nul. Je me fous complètement la paix avec ça. Et si on le fait, tout change. Mais si, il faut le faire. Là, maintenant, foutez-vous la paix. Et c'est ce mouvement-là qui nous ramène à la vie. Mais je le sais, ça fonctionne et ça fait un bon moment que je suis sur le coup et ça a changé un petit peu ma vie. J'ai rencontré Marc Galli aussi sur mon chemin thérapeutique à l'Institut Raphaël, puisque j'ai eu un cancer du sein en 2021. Il a été mon hypnothérapeute. C'est grâce à lui que j'ai eu votre contact. Donc, je suis passée au tu et au vous. C'est grâce à lui que j'ai eu ton contact. Et en fait... il m'a appris juste à être là et c'est tout. Et ça a été beaucoup. C'est ce que je dis, c'est après la grande rencontre que ce que j'appelle foutez-vous la paix, découvrir que, au fond, c'est ça qui est au cœur de toutes les thérapies que je trouve intéressantes sur l'addiction. Puisque donc, les alcooliques anonymes, on commence par dire qu'on est alcoolique et qu'on n'arrêtera jamais de l'être. Le truc le plus absurde qui soit. Capituler. Puisque si je viens là, c'est pour ne plus être alcoolique. Non, je serai alcoolique et je le serai toujours. Donc, c'est un renversement radical. C'est ça, foutez-vous la paix. C'est je sors...
En fait, foutez-vous la paix, il faut changer de régime, parce que je suis pris dans un régime où je peux plus bouger. C'est-à-dire, je lutte contre ou je cède, ça ne marche pas. Et ça, par contre, tout le monde vit ça. Même si moi, je n'ai pas dit qu'on contrôle, on cède. On dit, je vais me battre, ah ben non, j'arrête de me battre. J'arrête. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Les deux approches sont fausses. Et il faut trouver une autre approche. L'autre approche, c'est l'approche qui est fidèle à ce que j'appelle l'existence humaine. Puisque, comme je disais, je peux contrôler comment j'achète un billet de train, je ne peux pas contrôler mon addiction, comment j'aime, quelles sont les émotions que je vis. Je peux les transformer, je peux les changer, mais à partir d'une toute autre perspective que celle habituelle. Et alors, après, on parlait, ta question sur trouver de la force en soi. En même temps, il s'agit de trouver de la force en soi, ça à guérir. Donc, il y a une histoire de force, mais sans lutte. Ah, il faut être fort. Il faut être fort. Ah, c'est très important. Il faut qu'on trouve de la force en soi. On est à la fois... Être un être humain, être absolument vulnérable, et en même temps, il faut avoir de la force. Il faut avoir une certaine tenue. C'est très important. Si on n'a pas de force et pas de tenue, on peut rien faire. Comment on trouve cette force ? Est-ce que c'est plutôt ce désir et ce qui nous meut, en fait, ce souffle de vie ? Il faut travailler. La force, ça se cultive. J'ai l'impression que la force, elle est venue avec la joie. Oui, mais ça se travaille. Il faut travailler. Alors moi, je trouve que la méditation, c'est ce qui donne le plus de force. Alors encore une fois, j'ai bien conscience que la manière dont les gens entendent méditation, c'est le contraire de ce que moi je vis. Voilà, c'est important que tu nous décrives la méditation. Déjà, comment elle a pu changer quelque chose chez toi ? Moi, j'ai découvert la méditation, j'avais 21 ans, c'était le choc. Là, tu étais déjà... tu étais en études de philo ? Ouais, j'étais très déçu de mes études de philo. Oui, et puis même de ton premier emploi, non ? Premier job ? Non, parce que d'abord, j'ai fait des études de philo. Ça m'a pas tellement plu. Après, ça m'a beaucoup plu, mais... Grâce à un professeur. Voilà, c'est plus tard. Donc, je suis devenu... Mais très vite, là, avant de devenir prof de philo, j'ai découvert la méditation. C'était le coup de foudre. Mais la méditation, c'était « foutez-vous la paix ». C'est pas comme ça qu'on me l'a présenté, mais c'était ça. Moi, j'étais formé avec un très grand neuroscientifique, qui était un très grand pratiquant, un type absolument génial, qui s'appelait Francisco Varela. Et la méditation, c'était pas du tout lâcher prise, être zen, être calme, enfin, ce que je ne comprends pas, qui ne me parle pas, je comprends absolument pas. Non, c'était vraiment on se fout la paix. On s'autorise à être comme on est, et on touche quelque chose de la profondeur de notre être. Et ça a été pour moi très profond. Et ça donne de la force. C'est-à-dire que pour moi, la méditation, c'est pas du tout lâcher prise, c'est trouver de la force. Parce qu'on tient. Parce qu'on est là. Parce qu'on sort de l'impulsion. Comme on ne sait pas travailler, on ne sait pas travailler. Les gens pensent que c'est rentrer dans un moule. Non, c'est pas ça le vrai travail. Et donc, on ne sait pas travailler, donc on est pris par n'importe quelle impulsion. Moi, j'enseigne la méditation depuis 30 ans, et pour la plupart des gens, c'est insupportable de rester immobile 5 minutes. Et on se dit, mais si là, on peut pas rester immobile 5 minutes, comment ils peuvent faire quoi que ce soit dans leur vie ? J'ai des fois l'impression, quand j'enseigne la méditation, que les gens devant moi sont un peu comme des enfants au jardin d'enfants. Et encore, moi, je trouve que c'est encore pire ceux qui me disent « Moi, je peux pas, je pourrais pas. Moi, tu peux pas me laisser... » et qui n'ont pas essayé. Parce qu'à la limite, toi, ils sont là, ils essayent. Ouais, il y a ceux qui ont décidé qu'ils ne peuvent pas. Comment un être humain peut ne pas se dire « Mais il faut que je puisse rester 5 minutes. » Parce qu'ils ne peuvent pas écouter la voix qu'ils parlent. Mais c'est terrible. Oui. Ça, c'est la clé majeure de tout. Mais tu sais, le programme, c'est la 12e étape. Dans le programme des AA, c'est la prière et la méditation. Mais comment on peut réussir à un moment... C'est ce que disait Pascal, le malheur de l'être humain vient du fait que l'être humain ne peut pas rester dans une chambre. Donc il fait rien faire. Donc il fait n'importe quoi. Il lutte contre la possibilité contre la paix qui est en lui. Nous luttons comme des acharnés contre la paix qui est en nous. Évidemment, donc l'addiction n'est qu'un épiphénomène, un phénomène plus large, mais il faut juste s'arrêter, il faut juste méditer. C'est indispensable. Et c'est d'autant plus indispensable que nous sommes aujourd'hui tellement prisonniers du vol industriel de nos attentions, de notre attention. C'est ça l'addiction majeure de notre temps. Et là, j'y suis pris comme tout le monde. La seule addiction dans laquelle je suis pris, c'est celle comme tout le monde. Des nouvelles technologies, du téléphone, tout ça, ce système-là est organisé pour détruire notre cerveau, nous empêcher de nous accomplir et détruire nos démocraties. Donc ça, c'est... Des études ont montré... Il y a des gens qui sont payés pour ça.
les études ont montré... Alors moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait un complot fait de manière décidée. Ils sont payés, les captologues, pour ça. Oui, mais c'est absolument clair, par exemple, que des études très poussées ont montré... Parce qu'il y a eu après le Brexit, il y a eu des études très poussées qui ont été faites par Instagram et tout ça pour voir s'ils avaient joué un rôle. Et les études ont montré que oui. Parce que, c'est ça qui est intéressant comme c'est pernicieux, les images négatives de peur sont plus vues. Donc c'est pas que le système veut détruire la démocratie, mais c'est pas qu'elle promeut des fake news, c'est que ceux qui créent la peur créent de l'audience, et comme on vend ça aux annonceurs, ça marche. Et donc, l'élection de Trump, tout ce qui est en train de se passer, vient du vol de notre attention. Et il faut résister à ça. Donc, apprendre à résister à nos impulsions. Donc, c'est non seulement du vol de l'attention, mais en plus de saisir notre attention pour la diriger vers des choses négatives et effrayantes. Oui, on vend du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, comme avait dit l'ancien président de TF1, mais au fond, le système général du monde est comme ça. Et pour vendre du temps de cerveau disponible aux marques, il faut mettre des choses les plus angoissantes parce que vous cliquez plus facilement. Et donc, nous sommes conduits à perdre notre attention. Et là aussi, c'est pas une question. Le discours dire les gens perdent leur attention, c'est de votre faute parce que vous faites pas assez bien. Mais non, vous êtes victime. C'est comme les gens qui ont les problèmes de poids de nos sociétés occidentales et le début de l'obésité. On peut dire que ces gens manquent de volonté. Mais on peut dire qu'il y a aussi quand même une industrie agroalimentaire qui induit dès l'enfance le fait à des produits, de manger trop de sucre, toutes ces céréales sucrées qu'on a fait croire que c'était bon pour les enfants. Pour démarrer une journée. C'est absolument... ravageur. Donc, c'est très important de comprendre qu'on est... je veux pas du tout faire... Mon propos n'est pas de dire que on n'a pas de pouvoir sur le réel. Il n'est pas du tout de dire qu'on peut pas faire quelque chose. Mais c'est très important de sortir de la culpabilité. C'est-à-dire, on pourrait mécomprendre ce que je dis. Quelqu'un qui est obèse, il peut rien y faire, c'est entièrement pas de sa faute. C'est pas tout ça que je dis. Mais je dis nous sentir uniquement coupables de tout. C'est contre-productif. Ça marche pas. Et donc, mon propos, c'est toujours par où on peut déculpabiliser. Tant qu'on n'est pas déculpabilisé, on peut pas progresser. Donc, bon, c'est ça, un autre clé pour l'addiction. Je ne peux avancer que là où je serai sorti de la culpabilité. Tant que je suis dans la culpabilité, je peux pas avancer. Déjà, moi, j'ai appris aussi, alors je crois que c'est un truc assez... le cours en miracle, ou ce genre de livre, qui était sur le fait qu'il n'y a pas de péché en soi, donc il n'y a pas à avoir de culpabilité. Je ne sais pas, ça m'avait beaucoup libérée de me dire de toute façon, encore une fois, on n'est que des êtres humains qui essayons de vivre, et que ce ne sont pas des fautes ni des péchés. Oui, alors après, on peut faire des fautes. Je peux ne pas appeler quelqu'un que j'aurais dû appeler et avoir déconné. Oui, mais c'est humain. Mais je prends ma responsabilité et je l'appelle et je m'excuse. Oui. C'est mais ça. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir cette double peine qui est déjà d'avoir raté quelque chose et en plus... La culpabilisation n'aide pas. La responsabilité, voilà. La responsabilité est importante. La culpabilisation n'aide en rien. Elle rend impuissant. Il faut sortir de la culpabilité pour devenir responsable. Mais en fait, moi, je ne ressens pas de culpabilité du tout, rarement. Enfin, j'ai réussi à en sortir il y a très longtemps. Et quand j'en parle à des gens, ils me disent « oui, mais je ne peux pas ». C'est-à-dire que le fait, par exemple, de ne pas appeler ta grand-mère ou que ton fils ait eu une mauvaise note, ils prennent tout comme si c'était de leur faute. Et que c'était grave et qu'ils s'en veulent, ils ruminent. C'est pas facile de sortir de ça. Ouais. Comment est-ce que, encore une fois, la méditation fait partie du jeu ? La méditation, c'est génial. C'est grandiose. C'est tellement puissant. Parce que les effets, je les trouve totalement décalés à ce qu'on voudrait. Parce qu'encore une fois, les gens pensent qu'on se met à s'asseoir et que du coup, on est zen et que c'est ce moment-là. Moi, je trouve que déjà, le moment pour moi, il est jouissif. Donc, c'est un truc que j'aime, donc je le fais. Mais en plus, je trouve que les effets, je les ressens en dehors du tapis, du coussin. Et j'aimerais te parler d'une situation que j'ai vécue qui m'a un peu... que je trouvais très violente.
En fait, ça fait des années que je suis sur ce chemin-là de recherche et d'envie, juste de pas avoir envie de mourir. Moi, je cherchais pas à être heureuse, hein, j'ai eu trop envie de mourir. Et donc, je voulais juste pouvoir vivre un peu tranquillement. Et donc, j'ai été par beaucoup de chemins, dont la méditation, beaucoup le bouddhisme, et puis aussi beaucoup le yoga, et le sanskrit, et puis les Patanjali, enfin, toutes les choses autour de tout ça. Quelle approche de la méditation tu as faite ? J'ai fait une approche de méditation extrêmement laïque. Laquelle ? Celle du yoga. Ah, d'accord. Ouais. Celle du yoga, en fin de yoga, je méditais. Et puis après, c'est très, très différent de ce dont je parle. Oui, complètement. C'est important pour les gens de voir. Oui, bien sûr. Je sais très bien. Mais en tout cas, après, non pas que j'en pense, aujourd'hui, non pas que je pense que c'est pas bien. Hein, non, aujourd'hui, je fais comme je médite beaucoup plus. Donc, je fais mon yoga, je médite, mais dans la journée, plusieurs fois par jour, je vais méditer beaucoup plus, comme tu vas nous expliquer toi, mais en tout cas, dans cet esprit-là, juste d'être là et d'accepter de voir comment je me sens. Et puis de me dire, OK, c'est comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai été très loin dans plein de choses et que je suis très colérique à la base et je suis restée très colérique. Et en fait, un jour, je me mets en colère et mon père me dit... avec tout ce que tu fais, avec tous tes trucs zen, avec tous tes machins, comment tu peux encore être comme ça ? Et tu vois, en te le disant, j'ai encore envie de pleurer. Ah ben alors, ça c'est l'occasion jamais de commencer à faire des choses un peu près sérieuses. Mais c'était tellement violent pour moi de me dire déjà, ça veut dire, t'es encore toi, donc ça veut dire, en fait, voilà. Je t'aime pas comme tu es. Voilà, et voilà, et donc il faut se dire... Moi, je fais pas ça pour être zen, en fait. Non, et puis et c'est très bien, la colère est un atout. Ouais, mais moi, alors on va essayer, c'est bien, on n'a qu'à parler de ça. La colère, c'est un atout fondamental. L'enfant, s'il peut pas être en colère, il meurt. Donc la colère, notre société fait semblant que c'est pas bien. C'est-à-dire notre société voudrait que les gens soient lisses. C'est un message insensé. Faut pas être colérique, faut pas être jaloux. Faudrait être positif. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. C'est faux. Encore une fois, mon propos n'est pas moral, il est juste que c'est faux. Parce que la colère, elle est des fois tout à fait légitime. Le Christ, il se met en colère à plusieurs reprises. Le Bouddha se met en colère à plusieurs reprises. Il y a des divinités dans les temples tibétains qui incarnent la colère saine. Tout à fait. Donc, moi je dirais, la colère, après j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les 5 portes », où les gens découvrent qui ils sont. Donc tu es clairement porte bleue. Porte bleue, c'est la colère. La colère parce qu'on veut voir clair. Donc, on est en colère. Pourquoi on est en colère ? Le contraire de la colère, c'est pas le calme. On est en colère. Paix. Non, la colère, on est en colère parce qu'on ne supporte pas l'injustice. Exactement. Donc, on dit à quelqu'un, calme-toi, c'est-à-dire qu'on nie l'intelligence de la colère. Non, je suis en colère parce que je vois l'injustice et je ne le supporte pas et que je veux voir clair. J'ai envie que les choses soient claires. Et juste. Et donc, c'est vrai. La question pour faire la paix avec sa colère, c'est certainement pas de se calmer, parce qu'elle est fondamentale, c'est pas de s'en vouloir, c'est de découvrir le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de ma colère pour l'utiliser à bon escient. Donc on parlait de la force tout à l'heure. Il y a une force de la colère. Heureusement qu'il y a des gens qui sont mis en colère. Sinon, le monde irait très très mal. Mais la colère peut devenir destructrice. Mais je dis toujours, la joie peut devenir destructrice. J'en ai ras-le-bol de ce truc sur la joie tout le temps. La joie, elle peut être extraordinaire, mais il y a une joie qui est complètement destructrice. Une joie niaise, faut toujours être positif. Et donc, une joie forcée, surtout. Une joie forcée, mais une joie niaise. On peut être joyeux, et donc, du coup, pas vouloir voir la souffrance, voir que, par exemple, un oncle est en train de maltraiter nos enfants, parce qu'on ne veut être que positif et que joyeux, et donc c'est criminel. On peut être une joie peut être formidable, comme une joie peut être criminelle. Une colère peut être faire du mal à quelqu'un, comme une colère peut être absolument saine. Et il faut, pour passer de l'un à l'autre, entendre ce que la colère nous dit. C'est ça, foutez-vous la paix. Je suis en colère. D'être calme, soyez en paix. Oui, ça c'est un des chapitres de foutez-vous la paix. J'oppose le calme et la paix parce que le calme, c'est un état dans lequel on ne devrait pas avoir d'émotion, tandis que la paix, je peux être en colère et en paix. Alors complètement, voilà. Je peux être triste et en paix. Je peux être angoissé et en paix. C'est ce qui m'était arrivé ce jour-là, en fait. C'est que j'étais en colère pour quelque chose, mais en fait, au fond de moi, j'étais en paix. Ben oui. Et ce qui m'énervait, c'est qu'on nie ma paix, déjà. Ça veut dire qu'on ne voit pas à quel point, déjà, j'avais réussi à trouver la paix. Donc déjà, ça voulait dire que tu es toujours aussi dans ta merde. C'est ça qui m'a pas plu chez le médecin que j'ai vu hier. Oui, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Parce que stressé, oui, mais calme. Mais je suis en paix aussi. Je ne suis pas en désaccord avec le fait que je puisse être stressé
Et je peux être stressé pour plein de raisons. C'est exactement pour ça que j'ai choisi de vous en parler. Ça m'a fait penser à cette anecdote depuis tout à l'heure. Mais donc, je pense que la clé... Mais c'est très important, l'histoire que tu racontes avec ton père, parce que c'est ça qui est vraiment au cœur de ce que j'ai fait dans les 5 portes. Parce que les 5 portes, c'est est-ce que mon désir le plus profond, c'est de voir clair, porte bleue? Est-ce que mon désir le plus profond, c'est d'agir, porte verte? Est-ce que mon désir le plus profond, c'est d'entrer en lien, porte rouge? Est-ce que mon désir le plus profond, c'est d'être vraiment tranquille, porte blanche? Ça, c'est mon mec. Est-ce que mon désir le plus profond, c'est que les choses soient pleines, complètes, riches, porte jaune? Et quand on se comprend, j'aime bien la porte jaune aussi. C'est formidable. Mais le problème, c'est que nos parents, la société, nous fait croire que pour être aimé et accepté, il ne faudrait pas être comme on est. Donc, si vous êtes porte bleue, arrêtez de poser des questions. Mais pourquoi tu veux tout comprendre? Donc, on dit ça à tous les enfants, porte bleue. Quand vous êtes porte blanche, je dis, pourquoi tu es dans la lune? Donc, on a le message, il ne faut pas être soi-même pour être accepté. C'est horrible. Alors, du coup, on n'est pas accepté si on n'est pas soi-même. Si on est quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres, on n'est pas accepté. C'est un mensonge complet. Il y a ce que tu racontes qui m'a énormément touchée parce que j'ai vécu exactement la même chose avec mes grands-parents. C'est ce moment où ton grand-père rentre dans une pièce et que tu es en train de dessiner et que tu as senti qu'en fait, qu'il te prenait tel que tu étais, qu'il te voyait. Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est quelle porte quand on veut être vu? Ah non, l'amour, ça transcende toutes les portes. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça que je cherche, c'est d'être vu et accepté comme je suis. Bah, c'est tout être humain. Oui. C'est pour ça que donc c'est toutes les portes. Ah, ça, oui. Tout être humain veut être vu et reconnu comme il est. La porte bleue en tant qu'elle aime voir et comprendre. Okay. La porte rouge en tant qu'elle aime entrer en lien. La porte blanche en tant qu'elle veut être tranquille. La porte verte en tant qu'agir lui permet de découvrir le monde. Et c'est ça ce que je disais au début. C'est que la vraie demande des gens, c'est d'être reconnu et aimé. Et les gens renoncent à ça. Et on ne peut pas renoncer à ça. Et quand on l'a connu, comme nous, de nos grands-parents, et qu'on ne le retrouve plus jamais? On retrouve. D'abord, en méditant, on le retrouve. La méditation. Soi-même. La méditation, c'est devenir son propre parent et prendre soin de l'enfant que nous avons été et de se donner ce regard-là. Et après, il y a plein de... Ah, moi, je crois que... Il n'y a aucune raison qu'on ne retrouve pas ça. Moi, j'ai retrouvé ça plein de fois. Et ton école, souvent, en fait, on s'inscrit, on est élève dans cette école, on s'inscrit. J'appelle ça école parce que j'aime bien le mot grec pour école, scolé, qui est le temps de la liberté. C'est pas du tout comme aujourd'hui. C'est tout l'inverse. Mais c'est plutôt un réseau, hein, j'appelle ça réseau aujourd'hui. Réseau, ouais. C'est un réseau de gens qui consacrent, qui veulent que leur vie elle ait un peu de force et concrètement. Concrètement. C'est juste un réseau ou alors il y a on est d'abord une école, on est d'abord en ligne. Ah, ok. Donc on a des cours, des pratiques guidées plusieurs fois dans la semaine. Il y a des groupes où les gens méditent ensemble en ligne. Donc il y a au moins 40 groupes dans une semaine, donc les gens peuvent trouver l'heure qu'ils veulent. Donc, voilà, le matin de 8 à 9 ou l'après-midi. Donc il y a un enseignant avec un groupe de 10 personnes. Non, c'est en ligne. Donc, tu es dans un groupe. Oui, je veux dire, pour chaque groupe. Vous êtes 15-20 et vous vous retrouvez tous les 15 jours, toute l'année. Et vous méditez. Alors, moi, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes pour donner un thème. Et on parle de la vidéo qui est sur un aspect de la méditation et on pratique ensemble. Donc, ça, c'est un aspect. L'aspect en ligne. Puis, on a aussi des rencontres. On a une maison, qui n'est pas vraiment une maison, qui ressemble un peu à une maison dans le 20e. Et là, on organise plein de rencontres, mais qui sont aussi en ligne. On a des soirées littéraires avec beaucoup d'écrivains. Alors moi, ça me dit beaucoup. Je pense que les gens ont envie aussi. Et après, donc on a des rencontres, donc des rencontres littéraires. On a des rencontres, on invite des intervenants extérieurs. On a des soirées de méditation. Moi, j'y vais enseigner. Et puis on a des stages en résidentiel pour entrer dans la méditation. Donc on a un stage. Donc il y a une formation en stage. Donc il y a d'abord, on découvre ce qu'est la pratique, pourquoi c'est une expérience de pleine présence. Comment on se fout la paix, puis après, comment la méditation donne confiance, nous remet dans la confiance dans la vie, confiance en soi, confiance dans le monde, confiance dans les autres. Ça, c'est le stage 2. Le stage 3, c'est comprendre, entrer en rapport à son corps, comment notre corps, c'est là où il y a la force et la joie de retrouver son corps. Ça, c'est très miraculeux parce que personne ne sait plus ça, puisqu'on a un rapport au corps que instrumental. Les gens croient qu'ils ont un rapport au corps en faisant du sport.
Le yoga, c'est pas du sport et vraiment, je crois que ça peut fonctionner. Oui, le yoga, il y a d'autres choses. Mais la méditation a vraiment quelque chose de très puissant de montrer. Et là, il y a une transmission. Chaque stage, c'est une sorte de transmission d'un état de méditation. Et le 3e stage, c'est la transmission du corps qui sent, mais après aussi du corps sachant. Ah oui. Notre corps sait énormément de choses qu'on n'écoute pas assez. Il faut apprendre à écouter son corps. Et le corps sacré. Notre corps est sacré. Il demande quelque chose. Il nous appelle à quelque chose. Donc ça, c'est le stage 3. Après, il y en a d'autres. Oui. Et puis, on fait plein d'autres choses. J'organise là, en décembre, un séminaire sur des pratiques chamaniques, puisque j'en reviendrai après. Cet été, on va faire un séminaire sur le masculin et le féminin dans leur dimension un peu spirituelle, qui sont très mal comprises. Donc, il y a plein de choses très différentes. Il y a 50 enseignants. On est tous bénévoles. Mais on s'inscrit dans cette école, on paye à l'année, un truc comme ça. Il y a une cotisation par mois. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Hein, donc, et c'est une perspective. Dans le réseau, on est... donc il y a des gens qui sont payés pour organiser, qui font toute l'administration. Mais les enseignants, moi y compris, on est entièrement bénévoles. Okay. Donc on est vraiment dans une perspective complètement... d'utilité du monde. Utopique. Ouais. Nous créons une sorte d'utopie. Nous créons un endroit où les gens peuvent... Et les gens nous disent tous qu'ils n'arrivent pas à croire que c'est possible. Mais donc, c'est pas une utopie puisque ça existe. Oui, mais on travaille... Ça existe, mais en direction de quelque chose qui... On essaye d'aller vers quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est très important aussi pour l'addiction, puisque je reviens toujours à ça. Moi, ça a été ce podcast ou d'autres choses, mais c'est pour ça aussi que les groupes fonctionnent, parce qu'un addict qui aide un autre addict, de se rendre utile au monde, d'avoir l'impression de rendre le monde meilleur. Et d'être en lien. Ouais. C'est-à-dire, j'appelle ce que je dis école, espace, un réseau. On l'appelle, nous, on met RESO. Enfin, c'est un réseau, parce que je crois au lien. Je ne crois pas qu'on médite tout seul. Je crois que méditer, c'est déjà un truc en lien. Je crois que le lien est fondamental pour l'être humain. Tu sais qu'on appelle l'addiction la maladie du lien. Oui, c'est évident. Voilà. J'imagine que les retraites Vipassana, tu es plutôt contre. J'ai pas envie de donner des bons points et des mauvais points. Moi, j'ai vu beaucoup d'addicts les faire et revenir totalement suicidaires. Je suis pas pour. Il faut faire très attention avec ça pour les gens qui ont des... Je pense que le problème, c'est qu'on dit méditation, c'est comme on parle de cinéma. Il y a du cinéma de propagande, il y a du cinéma hollywoodien, il y a du cinéma d'arrêt d'essai. Et les gens disent cinéma, mais il y a du cinéma de propagande... Donc, je précise pour les auditeurs que Vipassana, c'est méditer 15 heures par jour. Hein. Mais c'est pas la question de 15 heures par jour, c'est quelle est l'approche. C'est-à-dire, les gens croient que méditer, c'est toujours la même chose. Mais non, mais quelle est l'intention ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas du tout la même chose. On croit qu'ils méditent, mais il y a des dizaines de méditations différentes. Moi, la méditation que je transmets, que j'ai reçue de mes maîtres tibétains, même si qui m'ont encouragé à enlever le côté culturel, et moi, je fais une pratique qui est profondément traditionnelle. Mais pas... Je crois qu'il y a il y a ce lien, je n'invente rien, je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu, mais je ne crois pas intéressant de répéter les formes japonaises ou les formes tibétaines, nous qui sommes occidentaux, parce qu'on singe une culture qui n'est pas la nôtre. Concrètement, c'est comment la méditation que tu enseignes ? D'abord, c'est très précis. Ouais. Je pense que pour toute chose... J'adore le vin. Un bon vigneron, tu lui demandes comment il fait son vin, et tu te rends compte qu'il fait attention à tellement nombre de choses. Et plus il fait attention aux moindres détails, plus c'est simple, et plus c'est spontané, naturel. Donc de loin, on va dire, oh là là, mais c'est très compliqué. Mais après, c'est pas compliqué. C'est un rapport réel à la vie. Donc la méditation, c'est très précis. Donc d'abord, je crois que c'est qu'une transmission, donc c'est difficile de le faire comme ça. Je ne crois pas à la méditation sur appli. Je crois que les gens ont fait de la méditation une technique. Je vois pas l'intérêt. Je ne crois pas dans les techniques. Il y a plusieurs techniques, tu veux dire? On fait comme on veut soi-même? Non, c'est pas comme on veut. Mais la technique, c'est pas la technique qui compte, c'est la transmission. Okay. C'est-à-dire, tu reconnais quelque chose comme un état de présence. Et la technique, ce qu'on appelle technique, ça n'existe pas. C'est plutôt le doigt qui montre la lune. Oui, donc, on regarde le doigt. Si je te dis, mets-toi droit et mets la tête comme ça, et que tu veux juste prendre la bonne posture, ça marche pas. La question, c'est comment cette posture peut peut-être indiquer un état de présence au monde. Donc, il faut le sentir. Si on le dit juste, ça devient complètement
abstrait. Et par exemple, de passer par le souffle, moi, c'est la technique, on va dire, en tout cas, qui me permet après de ne plus avoir de technique. C'est Oui, de commencer par ça. Mais je ne suis pas contre dans les pratiques qu'on fait beaucoup de pratiques différentes. La pleine présence, les 2 embrassements, plein de pratiques. Mais chaque fois, c'est très précis. Donc, je ne suis pas contre la précision. Je préfère dire précision que technique. D'accord. Comment on fait le souffle, à quel moment on fait attention, est-ce que l'inspire et l'expire, c'est pas pareil. Tout ça, c'est très précis. Mais les gens croient que l'important, c'est ça. Non, ça... Tu l'as très bien dit, c'est le doigt qui montre la lune. C'est le doigt qui montre la lune. Les gens ne regardent pas la lune. Non, c'est comme un vigneron. C'est comme un cuisinier qui... Alors moi, j'ai beaucoup de passion aussi pour la cuisine. En fait, la finalité a une importance tellement forte dans notre société de dire « j'ai réussi à méditer, j'ai pas réussi à méditer ». Méditer, on peut pas réussir. On peut pas réussir. On peut pas échouer, surtout. On peut pas échouer. Enfin, l'un ou l'autre, ça revient au même. Ça, si tu préfères. Moi, je préfère on peut pas échouer. On peut pas réussir non plus. Donc, on est tranquille. Bah oui. Mais ça permet aux gens de se foutre la paix aussi là-dessus. Oui, et c'est très important. Parce que sinon, on peut... absolument rien faire. Donc, j'ai reçu la méditation de cette tradition tibétaine, de gens absolument géniaux. C'est ça que Des maîtres en particulier ? Oui, bien sûr. Tu peux nous donner les noms ? Oui, mais enfin, Khenpo Sutrim Gyatso, il n'est pas très connu, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, tout l'héritage de Chogyam Trungpa, qui était vraiment, pour moi, central. Enfin, c'est une très longue histoire. Et il y a dans la tradition tibétaine aussi une dimension chamanique. Bien sûr. Donc c'est ça que aussi je parlais tout à l'heure, qui est peu connue, mais qui est très puissante. Je trouve pour moi c'est très puissant. Tu vas aller vers ça aussi plus non, je le fais déjà, mais ça fait partie des choses... Avec des chamans ? Non, mais je ne crois pas aux chamans. D'accord. Enfin, disons, je ne crois pas. Les gens me disent souvent, j'aimerais bien aller en Orient trouver un maître de méditation. Mais je dis, mais ça n'existe plus. Non, mais un maître tout court, ça n'existe plus non plus. Mais on a plein de fantasmes. Donc alors les gens voudraient trouver en Orient, par exemple, on va parler de la méditation d'abord, ils voudraient trouver le maître comme il imagine. Enfin, ça fait très longtemps que les gens ne pratiquent plus en Orient. Il faut dire les choses comme elles sont. Les gens ne pratiquent plus la méditation en Orient. Il y a des îlots tout à fait rares, quelques monastères, ici ou là, mais c'est fini. C'est un pur... Donc, il y a des centres pour les Occidentaux, qui sont des usines Afrique, mais il n'y a pas... Il faut sortir du fantasme. Alors après, les gens vont aussi en Amérique du Sud trouver des chamans. Après, ils sont complètement déçus de voir qu'après qu'il a fait son truc chamanique, il a son téléphone portable, il regarde la télévision. Non, mais en fait, ce n'est qu'une quête. C'est la quête de tout un chacun. Et je pense qu'elle passe par toutes ces choses-là. Pour revenir au centre, des fois, il faut aller dans les extrémités. Je crois que c'est mieux, le plus vite possible, d'entrer en rapport avec quelque chose qui peut nous aider pour nous. Bon. Mais là, il y a quelque chose de... Il y a un fantasme. Oui, on croit... Voilà. Il y a un fantasme qui est... L'éveil. L'éveil n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une invention. C'est une invention marketing pour inféoder les peuples. Comme l'ouverture de la Kundalini, c'est pareil. Enfin, ça, je connais pas, mais l'éveil n'existe pas. Moi, j'ai parlé avec le Dalai Lama, vous lui dites, est-ce que vous êtes éveillé ? Qui, pour moi, est un des êtres qui m'a le plus impressionné. Mais non, mais je suis juste un moine. À côté, vous avez des gens qui sont éveillés, c'est juste du business, et les gens y croient. Plus vous croyez qu'il y a des gens qui sont éveillés, plus vous croyez nul. Ah, moi, je suis nul, et il y a des éveillés. Mais ça n'existe pas. On confond conscience et éveil aussi. J'imagine que grâce à la méditation, on arrive à avoir un autre niveau de conscience. Non, je ne crois pas non plus. Tu ne crois pas non plus ça, au niveau de conscience ? C'est encore un autre problème. On ne va pas tout... Non, on ne va pas tout faire. Mais l'éveil, c'est très important de comprendre que l'éveil n'existe pas. C'est une fiction. Ou alors, mais ce que en Orient on appelait éveil, c'est comme le dit Dogen, qui était le fondateur du Zen, chaque fois que vous asseyez sur un coussin, c'est l'éveil. Que vous souffriez, que vous soyez angoissé, ou soyez en pleine forme, c'est l'éveil. Donc il n'avait pas eu toute cette notion complètement romantique, complètement niaise. Mais parce que ça donne un but encore aux gens de vouloir atteindre quelque chose. Il n'y a rien à atteindre, en fait. Il y a... Il n'y a pas de but, puisqu'on ne peut pas échouer. Il n'y a pas de but, mais il y a un travail à faire. Ouais. Et il y a une transformation à avoir lieu. Mais sauf que les gens aujourd'hui veulent arriver à un but et pas au c'est ça la différence. Oui, on peut dire ça, on peut dire à l'inverse, les êtres humains sont manipulés pour croire qu'il faut qu'ils aient un but. Voilà, et qu'il y ait quelque chose à réussir. Et le management généralisé de notre société... Les ressources humaines. Sont comme les gourous, c'est le même combat. C'est le même truc. Et le chamanisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques êtres humains
sincères. Moi, j'ai rencontré des maîtres hors du commun. Mais c'est des exceptions. C'est des gens un peu... et qui ressemblent pas du tout à l'image qu'on a d'eux. Donc là, il y a quelque chose qui est... Non, c'est très important d'arriver à faire ces distinctions. Parce que il y a un héritage absolument merveilleux qu'on peut trouver, mais il faut juste mettre les choses un peu au bon endroit. Écoute, moi, depuis tout à l'heure, je t'entends parler. Il y avait vraiment une question que je voulais te poser parce que tu dis être anti, c'est être anti, A-N-T-I, donc c'est être prisonnier. Oui. Mais je trouve que quand même, quand je t'écoute ou quand je te lis, je te trouve beaucoup anti. De beaucoup de choses, anti-injonction, anti-comparaison, anti ce que les gens essayent de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup... C'est mal dit. Ouais, mais j'ai l'impression que tu as des combats, en fait. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est que si je suis anti quelque chose, je suis par exemple anti... Qu'est-ce qu'on pourrait être anti quoi? Je suis anti couleur bleue. Je suis contre la couleur bleue. Ben, je vais tout faire en fonction de la couleur bleue. Donc, je reste prisonnier de la couleur bleue. Donc, c'est ça que je trouve qui ne va pas. Ça marche très bien avec l'addiction, ça. Donc, c'est ça que je trouve... les gens qui sont anti... c'est comme ne pense pas à un camion rouge. Finissent par être obsédés. Mais, d'accord. Bien sûr, c'est important de se libérer et de dire... Je sais, les gens sont parfois très surpris que j'ai un propos radical. Parce qu'on identifie... la méditation... Et la philosophie. ...à quelque chose de mou. Et d'ouvert. Mais c'est complètement faux. Une des histoires zen... toutes les histoires zen, les maîtres sont juste tranchants. Enfin, il faut un moment... C'est vrai que Swami Prajnapada, moi je trouve, à chaque fois que je relis, je dis, mais en fait, il ne laisse aucun espace... Il n'y a aucun enseignant réel qui n'est pas, à un moment, qui dit, là ça déconne, et là, c'est juste. Mais sinon, comment voulez-vous avancer? Enfin, pour n'importe quoi. Mais là où je te suis pas... Quand j'ai fait des études de philosophie, je disais une réponse, et mon prof disait, mais là, c'est n'importe quoi. Et en disant n'importe quoi, c'est pas qu'il n'est pas ouvert. Je comprends. C'est qu'il me montre le chemin. Et je dois dire que les quelques fois où j'ai reçu une claque, bien méritée, sont des moments absolument salutaires dans ma vie. Je comprends, mais c'est vrai que le fait de, justement, comme tu dis, de parler que de la couleur bleue, de parler que des choses qui sont mauvaises, genre les injonctions, la façon de méditer qui n'est pas la bonne ou machin, est-ce qu'on n'en a pas tous plutôt intérêt à aller se porter vers ce qui va bien? Je pense que ça change absolument rien. Rien? Ben non, moi je dirais l'inverse. Moi je pense que les moments importants dans ma vie, c'est les moments où quelqu'un m'a montré que je m'égarais, et d'un seul coup, waouh, là je vois. Et je trouve que c'est souvent plus facile. Des gens à qui t'as rien demandé, qui te le disent même. Ou avec qui j'ai demandé. Mais dans la pratique de la méditation, quand je parlais avec un de mes maîtres tibétains, et il disait non. Enfin, c'est très étrange. Non, c'est par rapport à l'histoire de choisir la bienveillance. En effet, on en a marre de cette histoire, mais quelque part, même toi, tu en parles, que c'est central dans le comportement addictif, ce besoin d'amour. Mais la bienveillance, c'est pas de dire oui à tout le monde. La bienveillance, c'est de parier pour l'intelligence de quelqu'un. Mm-hmm. Donc, je dirais... Non, mais voir le bon côté des choses, de dire c'est déjà cool que des gens essayent de méditer. Toi, non. Non. Là, je trouve ça trop niais. On ne peut pas dire un truc aussi bête. Mais ils essayent. Non, on ne peut pas dire ça. Ah, non. Bah, c'est mieux ça que d'allumer la télé. Ah, mais c'est pas vrai. C'est mieux d'allumer la télé que faire certaines méditations qui font plus de mal aux gens. Non, mais c'est ça que je veux entendre. Ça, c'est absolument... Mais on ne peut pas dire un truc comme ça. C'est pas possible. C'est comme tu disais... C'est comme les gens qui disent... Peu importe si les gens lisent, c'est bien. Mais non, si les gens lisent des textes racistes, qui développent de la haine, moi je préfère qu'ils lisent ça. Ça peut être nocif, une mauvaise forme de méditation. Mais bien sûr, c'est évident. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tu es en contradiction avec toi-même. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont pratiqué, qui étaient en addiction, et tu me dis ils reviennent plus mal après. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui l'as dit. Non, mais là, 15 heures par jour. Oui, tu as raison, bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas qu'ils pratiquent 15 heures par jour. Oui, tu as raison. C'est le type de méditation culpabilisant dans lequel on est toujours en faute. Non, mais là où tu as raison, c'est que c'est pas mieux ça que rien. Mais tu as raison. Il y a beaucoup. Et puis il y a des gens. Mon meilleur ami ne médite pas, ça l'intéresse pas du tout, et je vois pas pourquoi ce serait bien pour lui qu'il médite. Et je trouve que c'est très bien. Et puis chacun son chemin. Donc là, moi, je ne crois pas du tout que la méditation est la moindre vertu. Moi, je trouve ça extraordinaire pour moi. Je pense que ça peut aider plein de gens. Mais après,
il y a plein de manières de faire mais il y a des manières de faire qui sont justes comme des manières qui sont pas justes. Et c'est comme si je vais... Oui, cuisiner, c'est déjà bien. Non, si tu cuisines un truc immangeable, c'est pas la peine. Ben voilà. C'est pour ça que j'ai renoncé. C'est pareil. Et cette bienveillance, justement, qu'on essaye de se donner à soi-même quand même, est-ce qu'elle peut passer par cette méditation-là ? Parce que s'aimer, comme tu le dis, c'est assez compliqué quand même de se dire je t'aime devant un miroir. Moi, j'y crois pas. Moi, j'ai jamais dit qu'il faut s'aimer. J'ai dit qu'il faut se rencontrer. Être indulgent, Non, pas indulgent. Il faut se rencontrer. Arrêter de vivre avec soi comme un inconnu total. Mais c'est pas se connaître non plus. Le connais-toi toi-même de pas. Socrate est intelligent, si on le comprend comme le disait Socrate, qui n'est pas du tout se connaître, ah oui, je suis ça, mais c'est connaître sa propre limite et connaître son possible. Connaître ce qui t'empêche de vivre. Oui, aussi. Connaître sa propre limite, mais c'est se rencontrer. C'est comme rencontrer, par exemple, l'important c'est, tu es habité par une énergie de colère qui est une énergie saine, qui est ton désir de voir. Se rencontrer, c'est ça. C'est ne plus avoir peur de ta colère. Si tu ne te rencontres pas, ta colère, elle est un ennemi et tu passes ta vie à lutter contre ta colère. Donc, tu as passé ta vie à côté de toi-même. Donc, te rencontrer, c'est pas je m'aime, non, c'est tu rencontres ta colère, tu écoutes comment la colère est quelque chose comme une force, est une alliée qui t'a été donnée à ta naissance et qui est là pour t'aider à accomplir le plus profond de ta vie. Donc, c'est ça, se rencontrer. Et c'est ça. Et c'est pour ça que tout ce qu'on raconte là-dessus est souvent maladroit. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre « Soyez narcissique ». Oui. Qui est le titre le plus, quand même, un peu... Je sais pas ce qui m'a pris le jour où j'ai dit ça. Parce que, contrairement à tout ce que tout le monde raconte, Narcisse, il ne se connaît pas. C'est pas qu'il est amoureux de lui-même. Enfin, les gens transforment le mythe. Je lis... Mais comme tous les mythes, même Oedipe, c'est pas le bon non plus. Hein. Mais alors, Narcisse, il ne se connaît pas. Et le problème, c'est qu'il est malheureux parce qu'il ne se connaît pas. Il se regarde dans le miroir et il sait pas que c'est lui. Et c'est exactement ce qu'est l'addict. Et ce que la plupart des êtres humains sont. Ils ne se rencontrent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils s'identifient à un truc. Je suis nul, je suis comme ceci. Et ils ne se sont pas rencontrés. C'est ça le drame. Les gens ne se sont pas rencontrés. Quand Narcisse se rencontre, il se transforme dans la fleur de Narcisse, qui est la plus belle fleur du printemps. Pour tous les ceux qui nous écoutent et qui disent là, Fabrice Final, il déconne à plein tube. Narcisse, c'est la pire chose. Pervers narcissique, c'est comme le pire défaut. C'est pervers le pire. Je leur dis en 30 secondes, quand même, les anciens ont nommé Narcisse le nom de la plus belle fleur qui surgit au printemps. Est-ce que vous pensez que les gens ont nommé Narcisse la perversion? Faut quand même, les gens ont quand même un peu de bon sens. Et le narcisse, pour comprendre le narcisse, il faut voir l'éclosion des narcisses au printemps. Alors, c'est difficile aujourd'hui. On fait le lien avec ton livre aussi, du Bourgeon. Ouais, mais je finis sur le narcisse. Je n'ai pas compris ce qu'est le narcissisme avant, parce qu'on ne voit pas beaucoup de narcisses. Nous, on en voit un ou deux. En fait, le narcisse, pour les Grecs, ça surgit et ça recouvre les montagnes entières. Aujourd'hui, j'ai découvert que au-dessus, en Suisse, pas très loin de Lausanne, il y a encore des champs de narcisses. Donc, j'ai été les voir. C'est aujourd'hui protégé parce que malheureusement, c'est en train de disparaître. Les vaches mangent les bourgeons, les gens marchent dessus. Mais quand vous voyez une forêt de narcisses, c'est l'éclosion de la vie. Eh ben, Narcisse, c'est ça. Il se transforme parce qu'il se rencontre. Le moment où tu rencontres ce qui t'anime au plus profond de toi, ta colère, ton désir de voir clair, ton désir de comprendre, ton désir d'aimer le monde, tu te réconcilies avec ça. Ça, c'est la réconciliation. Alors là, oui, ça, c'est faire la paix avec soi. Et c'est ça le chemin. J'ai l'impression, quand tu le dis, que je l'ai fait, ou en tout cas que je suis sur le bon chemin. Je me rends compte que, en fait, tout ce que j'ai fait, où j'ai l'impression parfois d'échouer, de replonger, de rechuter, d'être à côté de la plaque. Et je me dis, en fait, non, parce que en fait, je ressens profondément ce que tu viens de dire. C'est ça, cette impression de m'être rencontré enfin. C'est ça la clé, parce que tu parles d'être indulgent, mais moi, je ne suis pas très indulgent. Moi, je suis très exigeant. Je ne ferai pas ce que je fais dans ma vie sans être très exigeant. C'est chouette aussi de se consoler soi-même comme on console un ami, mais de se dire ces mots-là. C'est très bien. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que dire que c'est pas grave, c'est la manière de viser une forme d'excellence. Moi, quand je bois du vin, je peux boire le meilleur vin.
quand j'aime ceux qui regardent ma chaîne YouTube, je fais pas un dialogue avec des très grands chefs. J'adore les très grands chefs, ceux qui transcendent tout. Je trouve ça génial. Mais ils le font par amour. On peut être exigeant par amour. Donc, encore une fois, la question est mal posée. Est-ce que je m'en veux ou est-ce que je suis indulgent? Non. Comment je peux grandir par amour? Comment je peux cesser de me maltraiter? Me maltraiter ne me permet pas d'avancer. C'est faux. Ça, c'est complètement faux. On ne peut pas avancer en se maltraitant. C'est pas vrai. Ça marche à un moment, mais ça marche pas très longtemps. Et on est un peu crétin quand on se maltraite. On se coupe de notre possible. Eh ben, écoute, ça m'amène directement à ma dernière question, justement. En fait, cette histoire d'arrêter de se maltraiter, ça me fait penser à des parents qui exigeraient beaucoup de leurs enfants, ou des instituteurs, ou des profs. Moi, j'ai un gros problème avec l'éducation nationale et l'école. Et je suis pas encore aussi précis ici. Moi, je ne suis pas contre qu'on ait des grandes exigences envers un enfant. C'est sain. La question, c'est est-ce que... Moi, je pense que c'est très important d'avoir des grandes... Mais est-ce que cette exigence est faite pour lui, en le comprenant, en le rencontrant, en l'écoutant, ou est-ce que cette exigence est faite sans rapport à lui? Mais moi, le prof de philosophie que j'ai eu après, donc j'ai fait des études de philosophie, j'étais pas content, j'ai eu un autre prof de philosophie après, extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué. Je connais peu de gens aussi exigeants. Mais son exigence, elle n'était pas brutale, elle était en rapport à ce qu'on était. À un moment, je donnais C'est-à-dire, il sait de quoi tu es capable, donc il attend quelque chose de toi. Et oui, puis il te rencontre, en vérité. Le problème, c'est pas l'exigence, c'est une exigence qui n'a aucun rapport à toi. Je vais raconter une autre histoire, qui est une de mes histoires préférées. Quand j'étais très mauvais élève à l'école, je comprenais rien. Et c'est une histoire vraie. En classe de 4e, j'ai un professeur d'histoire, je lui rends hommage. Il s'appelait René Kawam. C'était je savais pas du tout, mais c'était un grand traducteur de l'islam. Il a traduit Les Mille et une nuits, mais je ne savais rien du tout de tout ça à l'époque. J'ai ce prof d'histoire, il me dit, j'étais nul, mais vraiment nul. Il me dit, j'ai l'impression que les contrôles, c'est une histoire vraie. Les contrôles, c'est pas ton truc. Ben, je perdais tous mes moyens. Il me dit, dans mon cours, plus de contrôle. Tu vas faire un dossier. Tu vas me faire un dossier sur le sujet pour ce mois-ci. Je compte sur toi. Tu me fais un dossier. Et il m'a dit comment je devais le faire. Et je le voyais. Il prenait 5 minutes à la fin des cours. Il dit non. Il était très exigeant. J'ai fait un dossier de plus de 40 pages. J'ai travaillé vraiment beaucoup. Je pense que je suis devenu écrivain grâce à lui. J'ai eu tellement de plaisir à faire ça. Je suis rentré dans le savoir grâce à lui. Mais c'est un miracle. J'ai eu la chance. Il y a eu un miracle. À la fin de l'année, j'ai retrouvé mon bulletin scolaire quand on a un déménagement, il y a 1 an ou 2. J'en revenais pas, parce que on s'en fout des bulletins scolaires. Je regarde quand même, et il a marqué au 2e trimestre, très bon élève. Du coup, je faisais les contrôles, j'avais eu plus aucun problème, j'avais compris comment étudier, parce que j'étais rentré dans le truc. Ça y est. Il a marqué très bon élève, brillant, mais attention, s'il te plaît, travaille dans les autres matières, parce que j'ai toujours dernier dans toutes les autres matières. Bon, après, parce que je suis hypersensible, qu'un prof avec qui j'avais de la sympathie, ça changeait tout, mais c'est ça, donc excuse-moi d'avoir interrompu ta question. Non, mais je suis pour l'exigence. En fait, on arrive, c'était ma question, mais ce qui est drôle, c'est d'avoir... pour l'exigence, je suis pas pour la médiocrité. Mais en rapport avec la personne. Je suis pour l'exigence, je suis pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Mais une exigence... en cohérence avec la personne. Qui est celle que vous avez vraiment envie. C'est comme quand je vois mon éditeur... Mais c'est très dur de rencontrer quelqu'un vraiment, de savoir oui et non. Moi, de quoi il a besoin. Moi, par exemple, j'ai publié plus de 40 livres, donc j'ai travaillé avec plusieurs éditeurs. J'ai un éditeur, une fois, je lui donne mon manuscrit quand j'ai écrit mon livre sur Auschwitz sous l'impossible regard. Il me dit, voilà, je l'ai lu, tu n'as pas le droit de dire un mot, tu m'écoutes, tu prends des notes. Pendant 1 heure, il m'a dit tout ce qui n'allait pas. Il dit, si tu me rends le manuscrit en tenant compte de ce que je dis, je peux te publier, sinon non. Je suis rentré chez moi, j'étais dans un état à la fois déstabilisé et d'exaltation parce que tout ce qu'il avait dit, il avait raison. Il m'aidait à advenir à moi-même. Ouais. Il me disait, là, c'est pas juste. Et au début, j'étais un peu perdu. J'ai commencé à écrire. En fait, en 15 jours, j'ai tout fini ce qu'il m'a dit. Et ça venait tout. Et ah, mais oui, c'est ça que je voulais dire. Mais en fait, ce sont des personnes qui t'aident à te rencontrer. Mais bien sûr, on a besoin de l'autre. Mais alors, encore une fois, bien c'est sûr, fou parce que j'ai l'impression... On se rencontre pas en se regardant dans la glace. D'avoir énormément de points communs avec toi sur ce qui a forgé ma vie. En fait, c'est très bizarre. Donc, ce grand-père... Mais tout le monde. Et cette professeure qui m'a dit l'inverse de toi. Genre, ça, c'est pas ton truc. Moi, elle m'a dit, l'écriture, toi, c'est ton truc. Ben voilà. Et à partir de là, c'était parti pour moi. J'écrivais des chansons, des poèmes, des choses. Mais c'est évident que la vie, c'est comme ça. On ne se rencontre pas en se regardant le nombril. Donc on se rencontre en rencontrant des gens.
C'est ça que j'ai fondé Réseau, et que je comprends pas que les gens qui veulent méditer avec juste une application, ça marchera pas. Donc ça m'amène à terminer ce podcast exactement sur la question qui découle de tout ce qu'on vient de se dire. C'est, en fait, ça devrait commencer où d'aider les enfants à se rencontrer, les bancs de l'école, est-ce que... Non, la naissance, les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, mais est-ce que les parents, déjà, eux, ils n'ont pas des formations pour ça? L'école, oui. Est-ce que l'école ne peut pas commencer à ajouter de la philosophie, de la méditation, des choses... Non, c'est pas la philosophie de la méditation qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que moi, j'ai un souci avec Apprendre. l'école. Moi aussi. Là, j'en vois tous les gens sur ma chaîne YouTube. J'ai fait énormément de dialogues sur l'éducation. Oui. J'ai même organisé un cours en ligne avec Isabelle Filiosa, que je conseille à tout le monde de suivre, parce que c'est vraiment fondamental. Moi, je pense que c'est très simple sur l'éducation. Pour éduquer un enfant, il faut juste réussir ce qu'on a dit depuis le début, il faut juste réussir à se relier à lui. Et le truc qui est déconcertant avec un enfant, c'est qu'au début, on ne comprend pas très bien ses besoins. Et donc, on projette sur l'enfant des choses qui n'ont aucun rapport à l'adulte. Et une des choses par exemple, l'enfant j'oublie à quel âge, à 2-3 ans, il mange et il met sa fourchette par terre tout le temps. On peut dire, il fait exprès ce que certains thérapeutes d'enfants disent, là, il est en train de montrer qu'il faut que vous lui posiez des limites, il est en train de vous provoquer. Alors qu'il est juste en train d'apprendre qu'il peut lâcher quelque chose. Voilà, en fait, quand on comprend comment le fonctionnement de l'enfant, mais c'est tout bête. Pour lui, il est juste en train de découvrir qu'il a une nouvelle capacité de l'appréhension de l'objet, et donc il se rend pas très bien compte qu'il est en train de vous ennuyer, parce qu'il est tellement heureux d'apprendre quelque chose. Surtout un enfant a autre chose à faire qu'essayer de nous ennuyer, parce qu'il a tellement à découvrir. Donc, comprendre ça permet de lui dire, ah oui, peut-être on va trouver une autre manière que tu fasses de l'appréhension, parce que si chaque fois que je te donne à manger, tu me mets par terre, ça va faire beaucoup de travail pour moi, mais tu veux faire quelque chose de bien. J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai beaucoup aimé écouter... C'était comment elle s'appelle? Isabelle Filiosa. Ouais, c'était incroyable. Et donc, je ne crois pas du tout qu'il faut faire de la méditation et de la philosophie pour les enfants. Enfin, pourquoi pas? Mais il faut juste d'abord les écouter. Mais les 1000 premiers jours, c'est pas un peu radical, justement? Est-ce qu'on a l'impression que si on a raté ça, on est foutu? La question, c'est pas de mettre de la pression. Tu m'as dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non, mais je veux dire, moi, comme c'est derrière moi, les 1000 premiers jours, je les ai ratés, c'est fini. Oui, mais il y en a peut-être plein de gens pour qui c'est pas fini. C'est faut vrai, leur dire c'est le but. qu'il y a beaucoup de travail qui sont faits aujourd'hui autour des 1000 jours, et c'est très important. Alors après, il y a plein de choses qu'on peut dire. Pourquoi aujourd'hui, les parents qui s'occupent de leurs enfants sont tout seuls? Dans aucune culture au monde, les enfants en étaient tout seuls. Il faut un village pour éduquer un enfant. Ce n'est pas possible de mettre la pression sur les parents comme ça. Avant, c'était les grands-parents et c'était beaucoup mieux. J'ai fait le cours avec Isabelle Filiosa. Et on a fait à un moment, on avait un cours en ligne et on demande aux parents, est-ce que vous vous sentez coupable? Tous les parents se sentaient coupables de quelque chose. C'est terrible, il faut vraiment en finir avec cette culpabilité. Et on n'en finit pas avec la culpabilité en disant « mais non, ne vous culpabilisez pas ». Ce qu'on a expliqué, on les libère en comprenant le mécanisme de la culpabilité, qui est le fait de ne pas accepter son impuissance, et qui est le fait qu'on n'a pas les bonnes informations. Et donc, on est perdu. Donc, c'est vraiment bien d'avoir un minimum d'apprentissage. Ok, donc c'est plus aux parents aujourd'hui de comprendre 2-3 choses très simples, et donc non pas parce que... D'être en lien. Non, mais oui, je pense que la question des enfants, c'est la question aussi qu'on voit avec les personnes âgées, qu'on voit avec le handicap, qu'on voit avec la maladie d'Alzheimer. Nous avons tendance, à des gens qui sont un peu différents, de ne pas réussir à les écouter dans ce qu'ils sont et à projeter. Je viens de lire un livre sur la maladie d'Alzheimer, ça m'a beaucoup frappé par rapport aux enfants. Un malade d'Alzheimer, il se souvient pas, ou il fait une crise parce qu'il veut pas rentrer dans la voiture alors qu'il devait rentrer dans la voiture. Et donc, on projette comme un enfant, mais pourquoi tu fais contre moi? Pourquoi? Parce que tu as perdu la tête, tu fais n'importe quoi. On n'arrive pas à écouter qu'il n'arrive pas à dire quelque chose, mais il a une émotion qu'il faudra apprendre à écouter. Et donc, c'est la même chose. L'enjeu, c'est de rencontrer ce qui se passe. Rencontrer l'enfant, rencontrer la personne âgée, rencontrer la personne handicapée, rencontrer la personne... aussi, beaucoup, j'ai entendu parler de ça. Hein. Il y a des éducateurs qui arrivent à rentrer en contact avec des enfants dont les parents n'y arrivent pas. Donc, c'est bien qu'il y ait une façon. C'est ça, je crois que c'est ça qu'il faut apprendre. Et avec nous-mêmes aussi, on ne sait pas entrer en relation avec soi. Nous sommes handicapés et mutilés de la relation. Donc tout ça, l'addiction et la souffrance, ne viendraient que de cette absence de rencontre avec les autres, avec soi-même. Beaucoup. On a dit beaucoup de choses, oui. L'addiction, mais comme j'ai dit, l'addiction est en partie due
à notre... incapacité à être humain, à vivre cette vie d'humain. On ne nous a pas appris le bon chemin pour être humain. Il nous faut apprendre ce chemin pour être humain. Ok. Moi, ça me va. Tant mieux. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.